Bonjour à tous, donc bienvenue à notre webinaire de ce jour qui est consacré à la NEP 540. Donc notre régie normalement vous a coupé les micros à tous, mais vous pouvez toujours poser vos questions sur le Bonjour chat. à tous, est-ce que vous m'entendez? Donc je vais laisser la parole au président de notre compagnie régionale, Vincent Régnier. Donc Vincent, à toi l'ouverture de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on m'entend, parce que je n'ai pas de retour son. Est-ce que mes amis animateurs, Vincent et Maud, peuvent me faire un signe pour savoir s'ils m'entendent? A priori, non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Vincent. On t'entend. J'ai pas de retour. Oui, Vincent, nous t'entendons. Vincent, si tu nous entends, nous t'entendons. Vincent, Maud, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me Voilà, faire un c'est signe? bon, oui, il n'y a pas de souci. Ah oui, bon, alors, bonjour à tous. Quand on n'a aucun retour, c'est un peu compliqué. Donc, je suis désolé pour ces problèmes techniques. Bien, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire de la CRCC de Paris. Somme toute, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. C'est pourtant pas une habitude que l'on perd de faire un point technique et on a certes toujours plaisir à se retrouver les uns les autres. On a vu les rendez-vous des UE, qui est un rendez-vous important. On a nos grandes conférences, mais bien évidemment, régulièrement, nous vous devons des points d'information. Et lorsque l'on a une norme d'exercice professionnel, donc une NEP qui évolue, il est important qu'on puisse faire un point avec vous et en informer le plus grand nombre. Alors, je ne vais pas dévoiler le programme total parce qu'on a deux brillants animateurs qui sont Maud Baudin-Veraldi et Vincent qui vont prendre le relais dans quelques instants et qui vont vous expliquer pourquoi il y a eu une 540, donc, qui maintenant s'appelle la NEP sur l'audit des estimations comptables. Alors qu'avant, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'était pas l'audit, c'était l'appréciation des estimations comptables. Là, on va donc avoir en effet un peu une différence et Maud et Vincent vont vous expliquer est-ce que ça change, est-ce que ça change dans notre approche. Donc c'est pas du tout une réécriture simplement de style, c'est pas simplement un effet de plume, ça change quand même pas mal de choses dans les travaux que nous devons mener chez nos divers clients. Donc bien évidemment, cette formation elle rentre dans les formations CAC 120. Je pense qu'on a dû faire un slide. Et maintenant qu'on le voit, on le verra à ça. Vous aurez un questionnaire à remplir à l'issue de cette formation et vous aurez, comme vous le savez, une attestation qui vous sera délivrée et qui pourra rentrer dans votre quota de formation. Avant de passer la parole à Maud et à Vincent, je voulais vous rappeler qu'on a des rendez-vous importants. Bon, pour certains, je les retrouverai avec d'autres pour 20 heures de formation pour les audits aux Antilles qu'on fait avec nos amis guadeloupéens cette année. Mais on a surtout le salon transfert qui va arriver bientôt, puisque c'est à la fin du mois de novembre, et puis la grande conférence au tribunal de commerce que nous aurons le 13 décembre. Voilà pour les prochains rendez-vous. Et je vous parlerai peut-être en conclusion un peu d'actualité sur le reporting non financier. Mais comme je ne veux pas empiéter sur le temps de mes amis, Maud, Vincent, je vous passe la parole.
et bon séminaire à tous, bon webinaire à tous. Merci Vincent. Alors effectivement, on va vous présenter, comme depuis des années, un petit webinaire CAC 120, ce qui permet de faire valoir nos formations dans le cadre de notre obligation triennale. Comme toujours, on va vous adresser un mail dans les 2-3 jours. On disait à la régie qu'on va essayer de vous l'envoyer dès demain avant le week-end pour que vous puissiez répondre au quiz et au questionnaire de satisfaction et ainsi obtenir l'attestation de formation via Action Expert. Donc, c'est sur la plateforme CAC 120. Ensuite, le programme que nous allons développer ce soir. Donc, c'est déjà pourquoi il y a eu cette révision normative, tout d'abord. Ensuite, vous savez que nos NEP proviennent des ISA, donc voilà, on va un petit peu comparer les NEP et les ISA, les évolutions de la NEP 540 et le gros, finalement, c'est la revue détaillée de cette nouvelle NEP 540 pour mieux l'appliquer dans nos dossiers. Alors, je vais co-animer notre séminaire avec Maude Baudin-Veraldi, que vous connaissez. Nous sommes tous les deux élus à la compagnie, commissaire aux comptes. Maude et plein d'autres choses en plus. Moi, je suis un simple confrère. Et voilà. Et en tout cas, je vais lui laisser la parole pour quelques autres mots d'introduction. Bonsoir à tous. Effectivement, en introduction de cette NEP 540, en fait, quel va être l'impact sur nos missions de la réécriture de cette NEP? Donc, cette NEP va porter sur l'audit des estimations comptables. Donc, il faut considérer maintenant les estimations comptables comme une nouvelle assertion. Vous êtes tous habitués effectivement à vérifier pour chaque cycle les assertions que sont par exemple réalité, mesure, exhaustivité et autres. Il y a 9 assertions totales. Donc, on en a une 10e qui va être les estimations comptables, qui va en fait ne concerner que certains postes d'actifs et du passif, puisqu'en fait, ne sont concernés que les éléments qui ne peuvent pas être mesurés de façon précise. Donc, lorsque les montants ne sont pas directement observables. Donc, de ce fait, nouvelle insertion, donc intégration en programme de travail et dans votre approche d'audit. Alors, d'abord, on a oublié de vous dire aussi au début qu'il y aura des petits quiz en cours de route qui permettront aussi de vous faire interagir. Il y a, je crois, 4 ou 5 petites phases avec 2-3 questions à chaque fois et vous pourrez donc répondre en direct. Ce sera un petit peu plus animé pour vous et un petit peu plus vivant pour tout le monde. Alors, cette NEP 540, une écriture de fond en comble, déjà avec la désignation, puisque l'ancienne désignation devient norme d'exercice professionnel relative à l'audit des estimations comptables et les informations afférentes fournies dans l'annexe. Donc, c'est un programme un petit peu plus large. Donc, on parle de facteurs de risque, on parle de 16 paragraphes qui sont devenus 30 paragraphes. Alors, j'ai là sous les yeux la NEP, évidemment, avant de vous la présenter, on se l'est imprimée avec Maude, on l'a lue, elle est assez complète, elle fait 7 ou 8 pages bien denses, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter, de vous mâcher et de vous expliquer. Donc, on indique que le CAC identifie et évalue le risque d'anomalie significative au niveau des assertions pour l'estimation comptable et les informations à fournir en annexe. Et ce risque d'anomalie significative, vous avez vu qu'on a mis entre parenthèses l'acronyme RAS qui veut parfois dire autre chose. Donc voilà, quand vous allez voir sur ce support RAS, sachez que c'est le risque d'anomalie significative dont on parle. Donc, on va commencer par un sondage. Donc, première question. Le commissaire aux comptes conduit-il sa propre estimation s'il considère que c'est la réponse la plus efficace pour répondre à son évaluation du risque d'anomalie significative? Donc, on vous laisse répondre. Voilà. On voit les réponses qui arrivent, ça fonctionne. Ça reste dans le 75-25. Hein,
Non, Ah non, ça non. évolue. Voilà, ça évolue bien, ça évolue bien. Vous êtes à peu près les 2/3 des présents à avoir répondu. On laisse encore quelques secondes. Voilà. Alors, la réponse, effectivement, c'était oui. En fait, on est sur le concept de l'évaluateur de second degré. Voilà, 78% ont bien dit oui, 22% ont répondu non. Et vous êtes 200 participants à avoir répondu. On est un peu plus de 314 présents. Donc, on attend à la deuxième question plus de réponses, s'il vous plaît, sinon on fait grève. Alors, c'est demain, c'est dans les transports. Alors, deuxième question. Si les éléments fournis par la direction mettent en évidence un risque inhérent élevé, le CAC doit réaliser un examen du dénouement postérieur à l'exercice, oui ou non? Ça va être intéressant parce que vous êtes quand même beaucoup à répondre et pour moi un petit peu à côté. Donc effectivement, on se répète la question parce que les réponses données sont plutôt dans le mauvais sens. Si les éléments fournis par la direction mettent en évidence un risque inhérent élevé, le CAC doit réaliser un examen du dénouement postérieur à l'exercice. Alors, vous avez été 87% des plus de 200 personnes à répondre oui. Bon, ben, la bonne réponse est non. Vous avez été 12% à répondre. En fait, le CAC doit engager des procédures plus approfondies. Il faut notamment une attention portée à l'annexe, au degré d'incertitude et au dénouement qui forcément est plus important. Donc, c'était plutôt non. Peut-être que... En fait, nous verrons plus loin dans le développé de l'annexe 540, mais l'examen du dénouement postérieur à l'exercice est engagé par le commissaire aux comptes lorsqu'il juge que le risque inhérent est faible et lorsqu'il a pu apprécier la faiblesse du risque inhérent, notamment par entretien avec la direction, et non pas lorsque le risque inhérent est élevé. Alors là, ce sont des petits sondages. Repérez bien les questions parce qu'on s'en est servi pour notre quiz un petit peu. Donc, il faudrait que le taux de réponse soit meilleur lors des quiz. Alors, troisième question, je te laisse la présenter. C'est l'appréciation des estimations comptables a-t-elle un impact sur la justification des appréciations? Bon, voilà, là on est près de 200 et la réponse qui est donnée est la bonne dans la grande majorité. La réponse oriente effectivement dans le bon sens. Bien évidemment, l'appréciation des estimations comptables a un impact sur la justification des appréciations, puisque effectivement c'est sur cette appréciation que va se fonder l'opinion du commissaire aux comptes. Bon, la deuxième question était peut-être mal rédigée, je ne sais pas, en tout cas piégeuse. N'hésitez pas, on l'a dit tout à l'heure, à poser vos questions en direct pendant le séminaire, de manière à ce qu'on puisse trouver quelques minutes à la fin pour essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées pendant le séminaire. Alors, on attaque la partie, donc, pourquoi une révision de la NEP 540 ? Pourquoi la révision normative? Tout d'abord, on attaque avec l'ISA qui a été révisée et qui est rentrée en application fin 2018. L'ISA, elle avait pour volonté d'améliorer la qualité de l'audit. Elle avait pour objectif d'améliorer l'exercice de l'esprit critique, parce qu'on considérait que c'était essentiel, de manière à mieux servir l'intérêt pour améliorer communication et transparence. On dit que les risques d'audit évoluent à mesure que le milieu des affaires se complexifie. Donc, on est dans une activité économique avec des incertitudes, des imprécisions. La volatilité croissante dans l'environnement des affaires se traduit dans les états financiers. Donc, il faut
un accroissement du nombre de postes comptables qui reposent sur des estimations comptables. Forcément, on a de plus en plus de postes comptables qui vont se reposer sur ces estimations. Donc, les référentiels d'information financière évoluent, les informations prospectives et les jugements portés par la direction sont de plus en plus courants et les informations fournies de plus en plus importantes. Et dans ce contexte, la complexité des processus d'affaires qui reposent sur des technologies et la nécessité de tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles lors de l'audit des estimations comptables sont des questions qui vont préoccuper les autorités de réglementation financière. Donc, on doit vraiment encourager les auditeurs que nous sommes à porter un regard plus indépendant et plus critique sur ces estimations. C'est vraiment le but de cette révision ISA 540 fin 2018. Alors, quelles sont les évolutions de cette norme ISA 540 entre l'ancienne version et la nouvelle version? Déjà, les deux premiers points, c'est qu'on a une notion d'échelle de risque inhérent qui est mieux explicitée et surtout, en fait, on introduit le concept de facteur de risque inhérent non limité à l'incertitude d'estimation. C'est-à-dire qu'en fait, on y ajoute la notion de complexité et on y ajoute la notion de subjectivité, les biais qui peuvent être introduits, que ce soit de façon volontaire ou non. Face à ces risques inhérents, la NEP 540 exige du professionnel qu'il engage des procédures d'évaluation qui soient plus poussées et qui lui permettent l'acquisition vraiment de la compréhension de l'entité, de son environnement, de tout ce qui a pu conduire à ces estimations comptables. Et la NEP, la nouvelle ISA 540, prescrit des évaluations séparées du risque inhérent et du risque lié au contrôle. Ces procédures d'évaluation et ces évaluations séparées, en fait, dans la documentation des de l'ISA 540, la documentation technique qui a été mise à disposition des professionnels donne une dizaine de points de contrôle très didactiques qui ont été peu ou prou reprises d'ailleurs par le NEP 540. Alors, les évolutions de la norme ISA 540, toujours, c'est l'amélioration de l'esprit critique. Ça comporte des exigences basées sur des objectifs, sur la conception et la mise en œuvre des procédures d'audit complémentaires. Ça veut dire qu'on va avoir une exigence plus importante sur la prise de recul et ça va aussi imposer d'évaluer des éléments probants. C'est ça vraiment ce qui est l'évolution de cette norme ISA 540. On veut plus de rigueur pour obtenir ces éléments probants, pour déterminer si les informations fournies sont raisonnables. Ça exige donc la prise en compte de questions liées aux estimations comptables. On va avoir quelques exemples par la suite pour expliquer, mais vous voyez très bien, il y a de plus en plus, lorsqu'on certifie les comptes, de moments où on doit se positionner sur ces estimations comptables. Donc, notamment dans la communication avec la direction de l'entité auditée, forcément, on échange, on a notre point de vue, ils ont le leur, il faut évidemment que ça converge idéalement. Alors, deuxième sondage, comme on vous disait, des petits sondages. Celui-là, il est assez simple. Là, on vient de vous parler de l'évolution de la norme ISA 540 qui a donné lieu à l'évolution de la NEP 540, comme on disait. Donc, on vous demande si les NEP s'appuient systématiquement sur les ISA. Donc, on n'a pas donné la réponse dans les précédents slides, mais on va vous la donner une fois que vous aurez un peu répondu. Il y a un exemple qui est assez connu dans les premières NEP. La première NEP. On a une réponse très équilibrée. Ouais, on est à 50-50, là, avec près de 200 personnes. On attend encore quelques réponses. Pour les derniers, pensez à la première NEP du corpus des normes. Écoutez, la réponse, elle est simple. En fait, c'est non. Les NEP
ne s'appuient pas systématiquement sur les ISA. Elles en sont franchement inspirées, mais certaines sont indépendantes, et on pense notamment à la NEP 100, l'audit des comptes consolidés, qui n'existe pas dans le système international. C'est assez français comme façon d'auditer, et forcément, ça n'existe pas dans les ISA. Donc, la bonne réponse était non, et vous avez été à peu près à 50-50 à dire oui ou non. Alors, nos évolutions de la NEP 540. Donc, on était parti de l'ISA 540, on l'a adapté à notre environnement réglementaire via la NEP 540. La NEP 540, sa première promulgation, homologation était en avril 2007. La NEP 540 révisée a été homologuée le 24 août 2021, soit près de 3 ans après les ISA. Le temps, premièrement, de transposer et d'adapter l'ISA 540 à notre environnement réglementaire. Et entre-temps, il y a eu un événement qui s'est passé, qui s'est appelé la pandémie, qui aussi un petit peu ralenti tout le système. L'objectif, en fait, de cette révision, c'était quoi? C'était de véritablement préciser, mettre en adéquation les diligences attendues des commissaires aux comptes en vue des évolutions non seulement de l'environnement légal, mais aussi réglementaire. Et une constatation, lorsqu'il s'agit des règles comptables internationales, celles-ci se sont complexifiées, donc exiger effectivement des estimations complémentaires, sachant que plus ça va, les normes internationales inspirent aussi nos normes françaises. Donc, vraiment, il fallait que nos diligences répondent mieux à notre contexte d'incertitude, de volatilité des marchés, de crise mondiale, que ce soit la pandémie, que ce soit les crises ultérieures. Donc, véritablement, se focaliser sur l'établissement de l'estimation comptable, sur le choix des estimations comptables qui avaient été retenues par la direction. Et surtout, vous l'avez noté quand Vincent vous a indiqué, on est passé de 16 paragraphes à 30 paragraphes. On ne parle pas simplement que de l'estimation comptable et donc que des chiffres, on parle aussi de la réalité des informations qui figurent dans l'annexe au compte annuel. C'est vraiment l'importance de l'information financière, au moins sur ce plan des estimations comptables. Et alors, on a effectivement des objectifs dans cette nouvelle NEP qui sont ce que tu dis, Maud, c'est-à-dire que tout se complexifie. Donc maintenant, on dit, dans cette NEP, il faut qu'on ait des éléments suffisants et adaptés pour apprécier, c'est vraiment l'appréciation de ces estimations comptables et des informations fournies dans l'annexe pour savoir si tout ça, ça a été déterminé de manière appropriée. Donc, 3 points qui sont finalement à considérer. D'abord, choix des méthodes, des hypothèses, des données utilisées. Les estimations aussi retenues par la direction au regard de leur degré d'incertitude. Et enfin, les informations fournies dans l'annexe et qui se rapportent à ces éléments. Tout ça, c'est effectivement parce que certains éléments comptables ne peuvent pas être mesurés de façon précise. On doit les estimer. Les estimations comptables nécessitent le choix d'une méthode, d'hypothèse, l'utilisation de données. On a un degré variable d'incertitude des données disponibles. Il y a toujours aussi la subjectivité et le jugement de la direction. Je ne vous donne pas l'exemple du dirigeant qui considère que ses produits sont super dans le cadre d'une garantie d'une provision pour garantie, ou considère que ces produits ne tombent jamais en panne, mais ensuite on a aussi les statistiques qui disent attention, on a de la panne. Donc voilà, c'est le jugement de la direction, il est forcément subjectif, enfin forcément non, mais souvent subjectif. Risque de fraude et de biais aussi introduit par la direction, donc ça peut créer des risques d'anomalies significatives. Et tout ça, c'est à mettre en parallèle avec les tests de valeur des actifs et des titres. Il faut définir des procédures d'audit à mettre en œuvre pour apprécier si, justement, les estimations comptables, les informations données en annexe sont raisonnables
au regard du choix des méthodes, des hypothèses et des données, du choix des estimations comptables retenues par la direction, des informations données en annexe. Par exemple, on prend un test sur les fonds commerciaux, hein, ça on en a souvent. On va prendre la valeur actuelle, vous savez que la plus élevée entre la valeur véniale et la valeur d'utilité. On va mettre les hypothèses, les multiples, les taux d'actualisation, les données, c'est les EBITDA retraités, les BP, etc. Bon, ça va être un test, on va le mettre en place et on va effectivement pouvoir mieux apprécier ces estimations comptables. C'est vraiment de ça dont on parle dans cette NEP 540. Alors, s'agissant des risques inhérents, nous l'avons précisé en amont, les estimations comptables sont une assertion pleine et entière. Donc, le commissaire aux comptes va juger une assertion. Il va apprécier en fait cette assertion en fonction du degré d'incertitude, de complexité, de subjectivité. Donc, degré d'incertitude, incertitude notamment dans l'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce, incertitude des prévisions. Complexité, subjectivité, Vincent vous a donné l'exemple qui est assez appréciable, effectivement, de provision pour garantie et du chef d'entreprise qui est persuadé qu'il n'aura jamais de défaillance des produits vendus. Il va aussi apprécier s'il y a un risque d'anomalie significative faible ou forte, et toute cette appréciation se fera notamment par l'intermédiaire de la prise de connaissance du processus des estimations comptables pratiquées par l'entreprise. Donc, tous ces facteurs vont impacter les modalités de collecte de l'information par notre commissaire aux comptes, va impacter aussi la nature, l'étendue et le calendrier de ces procédures d'audit. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure lors du sondage, si il ressort d'entretien avec le client, d'analyse de processus, que le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalie significative lié aux estimations comptables est faible, le commissaire aux comptes pourra alors se contenter de vérifier sur la période subséquente le dénouement de ces estimations comptables. On a une provision pour garantie. Il s'assure sur l'exercice suivant des coûts engagés au titre de l'exercice de la garantie. En revanche, s'il estime que le risque d'anomalie significative est fort, il faudra engager des procédures plus approfondies. Sachant que, de façon générale, si le commissaire aux comptes estime qu'il n'a pas les compétences spécifiques pour certains points, il recourt, en application de la NEP 620, à des experts. C'est pour ça que, notamment en matière d'indemnité de fin de carrière, il aura le plus souvent recours à des actuaires. S'il y a des vraies problématiques d'évaluation, il aura des recours à un évaluateur. Donc, la NEP 620, bien sûr, n'est pas du tout écartée de la mise en jeu de la NEP 540. Alors, on va passer sur une partie un peu plus didactique. Les définitions dans la NEP, les paragraphes 5 à 9 de cette NEP vont apporter les définitions suivantes. D'abord, la définition de l'estimation comptable. Il y a une autre page de mémoire de définition. L'estimation comptable, c'est le montant dont l'évaluation, selon les règles et principes prescrits par le référentiel comptable applicable, comporte une incertitude. C'est par exemple un montant retenu par la direction à enregistrer ou à mentionner en annexe, un montant utilisé par la direction pour prendre une décision sur la mention d'information d'annexe. Il peut s'agir, par exemple, on nous dit, d'un montant utilisé pour l'évaluation d'une valeur d'usage d'un actif qui justifie l'absence d'une provision pour dépréciation. On peut imaginer un bien qui a une forte valeur sur le marché dans un secteur spécifique, plutôt que de le déprécier tous les ans comme beaucoup d'autres biens, celui-là, on ne le déprécie pas, on le mentionne en annexe, et là, effectivement, on est carré et on respecte la NEP 540. Alors, l'estimation retenue par la direction, la NEP nous la définit de la manière suivante: montant retenu par la direction pour une estimation comptable afin d'être enregistré dans les comptes ou mentionné dans l'annexe.
pas de problème, on a des estimations retenues par la direction. C'est aussi, ça fait partie de notre boulot de les regarder et de les analyser. Les autres définitions qui sont données par les NEP, par la NEP 540, c'est la notion de biais introduite par la direction qui est un manque de neutralité, volontaire ou non, de la direction dans l'établissement d'une estimation comptable ou d'informations afférentes fournies dans l'annexe. Bien évidemment, le chef d'entreprise a le plus souvent un biais d'optimisme, le commissaire aux comptes, et généralement plus sceptique, c'est une tendance naturelle pour chacun des deux interlocuteurs. Le dénouement d'une estimation comptable, c'est le montant réel qui va se matérialiser à l'issue d'une opération, d'événement ou de situation qui avait donné lieu à une estimation comptable. Vous aviez des titres de participation dans le bilan, vos dirigeants avaient apprécié le niveau de dépréciation sur les titres. Vous aviez ou non validé le niveau de dépréciation sur les titres et dans l'exercice suivant, la filiale a été cédée. Et ben, vous voyez comment ça s'est dénoué et si, a posteriori, ça justifie ou non l'éventuelle dépréciation. Et l'hypothèse importante, vous la connaissez tous par le biais aussi des tests d'insensibilité. En fait, une hypothèse importante, c'est une hypothèse dont une variation raisonnablement possible affecterait de manière significative l'estimation comptable. Vous avez fait un test de dépréciation des titres de participation. Vous aviez estimé que le taux de croissance à long terme était de 5%, qui est effectivement un taux, je vais dire, très exceptionnel et voire dans la plupart du temps aberrant. Eh ben, cette hypothèse est ce qu'on appelle une hypothèse structurante. Si le taux de croissance à long terme est beaucoup plus faible, la valeur de votre titre de participation n'est plus du tout la même. Alors, on passe à un sondage. Alors, première question. Le paragraphe de l'annexe traitant des estimations comptables doit idéalement présenter les hypothèses retenues. Là, on part très fort avec une unanimité dans les réponses. Il y a quelques récalcitrants qui veulent quand même répondre faux, mais c'est marginal. On vous dit idéalement. Oui. Idéalement. Après, effectivement, c'est la façon dont cette annexe est rédigée. Alors, ouais, vous avez répondu à 93% oui. Bon, c'est évidemment la bonne réponse. Mais effectivement, la façon de poser les questions n'est pas évidente quand on préparait avec Maud, c'est nous qui avons préparé ce sondage. Le support a été préparé plutôt par la CRCC de Lyon et présenté déjà à Lyon. Nous, on a complété à notre sauce avec Maud. Et effectivement, je vous rappelle qu'on a dû rajouter ce petit mot idéalement pour l'intégrer dans notre quiz où on peut répondre oui ou non. Alors, deuxième question. Les estimations comptables correspondent aux règles et principes comptables du référentiel comptable appliqué. Les estimations comptables correspondent aux règles et principes comptables du référentiel comptable appliqué. On a été vache dans nos questions. On a eu quelques questions piégeuses. Bon, alors, vous avez répondu à 62% oui, 38% non. La bonne réponse est non. Il s'agit du montant dont l'évaluation selon les règles et principes prescrits par le référentiel comptable appliqué comporte une incertitude. Voilà, c'est effectivement là la question, elle était peut-être un petit peu pointue, un petit peu vache. Mais voilà, rappelez-vous que ce sera non. Une estimation comptable est avant tout un montant, mais un montant incertain, qui respecte les règles, certes, mais un montant incertain. On garde une incertitude. OK. Alors, le slide suivant, voilà, on précise
dernier point avant l'application de la NEP, on précise que la NEP, elle s'inscrit dans l'ensemble du corpus normatif, dont 3 NEP. Alors, c'est super pour les dîners en ville, vous pouvez les citer quand vous les connaissez. La NEP 315, connaissance de l'entité et de son environnement, évaluation du risque d'anomalies significatives. La NEP 330, procédure d'audit mise en œuvre par le CAC à l'issue de son évaluation des risques. Et la NEP 500, le caractère probant des éléments collectés. Donc, on dit bien que la NEP 540, ça traite l'approche de l'amplitude d'une fourchette d'estimation importante, sans nécessairement faire le lien avec la NEP 320, que sont les anomalies significatives et les seuils de signification. Donc là, on a plein de NEP pour impressionner, mais effectivement, voilà, on est bien avec ces 3-4 NEP cités, on est bien dedans. On doit faire des estimations. Les 3 NEP là, qui sont comment on appelle ça, surligné, là, forcément, il faut faire le lien. Quand vous êtes en train de préparer ou d'auditer les comptes de votre entité, de votre client, vous devez maintenant avoir aussi en tête la réécriture de la NEP 540. Donc maintenant, rentrons dans le cœur du réacteur, dans le cœur de la NEP 540. Avec une démarche d'application. Alors, véritablement, on vous recommande, préconise la lecture de la NEP. La NEP n'est pas conceptuelle. La NEP, elle est véritablement pragmatique. Elle se suffit à elle-même. Elle vous donne vraiment le guide, la démarche à adopter. Et notamment, cette démarche, en fait, c'est un suivi pas à pas. Je vous recommande la lecture des premiers paragraphes, et très exactement des paragraphes 11 à 14, qui vous présentent effectivement la démarche. Donc, premièrement, le commissaire aux comptes, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il s'interroge à savoir s'il a les compétences spécifiques pour apprécier certaines estimations comptables, et sinon, il recourt à des experts. Vincent, tout à l'heure, vous a dit que la NEP 540 était inclus dans un corpus de normes, et notamment la 300 et la 315, parce que le fondement même de ces estimations comptables, le commissaire aux comptes, en premier lieu, va prendre connaissance de l'entité de son environnement, et il va prendre connaissance, bien évidemment, du référentiel comptable applicable. Ce n'est pas la même chose si on est en comptes sociaux selon la réglementation française, ou alors si on doit auditer des comptes consolidés qui s'avèrent être en IFRS. Et on va prendre en compte aussi prise de connaissance du contrôle interne. Le commissaire aux comptes va alors apprécier le risque d'anomalie significative à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité, de son environnement, de ses référentiels comptables, et notamment axé sur les estimations comptables et les informations qui sont afférentes à l'annexe, c'est-à-dire quel est le processus engagé par la direction pour conduire à ces estimations comptables, quel a été son type de collecte d'informations pour établir ces estimations. Et le commissaire aux comptes va s'attacher aussi au dénouement ou, cas échéant, réévaluation des estimations comptables. Donc, à mon sens, la lecture de la NEP 540 se suffit à elle-même. Si toutefois le professionnel se sent un peu perdu, sachez que l'IFAC a publié en plein été, et de juillet 2023, un guide de mise en œuvre de l'ISA 540 qui peut donc servir d'inspiration pour la mise en œuvre de la NEP 540. Donc là, j'invite le professionnel à lire à peu près 35 pages, mais toujours pareil, très pédagogique, très didactique, puisque le guide a été fait par l'IFAC pour les auditeurs. Alors, point suivant, on va vous détailler en fait la NEP 540 un peu presque paragraphe par paragraphe pour mieux l'appliquer. On va la descendre ensemble si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, les paragraphes 11 à 13 qui indiquent, tu en as un tout petit peu parlé, Maud, acquérir la connaissance de l'entité et de son environnement au travers, on nous explique, des opérations d'entité, des règles et des principes relatifs aux estimations comptables,
d'autres dispositions réglementaires pertinentes et de la prise en compte des estimations comptables. Ce matin, moi, j'étais chez un client qui est un syndic de copropriété. C'est un nouveau dossier pour moi. Je m'étais quand même renseigné un petit peu sur les dispositions réglementaires pertinentes, comment on appelle ça, la RC Pro, comme un peu chez tous nos clients, comment on appelle le montant de la garantie financière, etc. Et évidemment, bien que c'était la première fois que je voyais les clients, en connaissant un petit peu le milieu et en ayant le précédent CAC que je connaissais, qui m'avait un petit peu aiguillé aussi, on a vite trouvé des petits sujets juste là-dessus. Voilà, donc ça va vite, mais il faut connaître, il faut acquérir. Donc on nous dit dans ces paragraphes que ça passe par la prise de connaissance de l'environnement et notamment le référentiel comptable, ce qui peut être spécifique, du contrôle interne. On va acquérir la connaissance des opérations de l'entité et des événements qui vont nécessiter des estimations comptables. Toujours ce matin, l'estimation comptable la plus flagrante, c'était qu'il y avait 1 million de titres dans le bilan de mon client sur une participation. Et le million de titres, il va y avoir une opération de TUP à court terme. Je regarde les comptes de la filiale, il y a des capitaux propres pour 38 000 euros. Forcément, l'estimation comptable, il aurait fallu l'avoir un petit peu avant et se poser des questions en amont parce qu'on va avoir forcément un actif à déprécier. Donc, on va, en tout cas, quand on acquiert la connaissance de l'entité, c'est ça, c'est ces opérations, les règles et principes comptables, les informations en annexe. J'ai relu l'annexe de l'année dernière, il n'y a pas de sujet. Je me suis fait communiquer d'ores et déjà par l'expert comptable la plaquette, donc j'avais déjà des éléments. Et puis, dans le contrôle interne de l'entité, j'ai pu récupérer de mon confrère la manière dont ils fonctionnaient, les gens, ce qu'ils faisaient en interne, leurs compétences, le recours éventuel à un expert. Est-ce qu'ils prenaient en compte le dénouement des estimations comptables antérieures comme les litiges pour en tenir compte dans leurs provisions? C'est ce genre de choses qu'il faut un petit peu apprécier. On va aussi devoir apprécier la manière dont la direction va choisir, concevoir et appliquer les méthodes. On va s'enquérir de la manière dont la direction va sélectionner les hypothèses à utiliser, identifier les hypothèses importantes, choisir aussi les données qu'elle utilise, apprécier la nécessité de modifier les méthodes, les hypothèses, les données. Forcément, ça dépend du client qu'on a en face. Qu'est-ce qu'il a fait pour déterminer et donner ces appréciations? C'est important. Et toujours, pareil, faire le parallèle avec l'évaluation dans le cadre d'un test de valeur. Les titres dont on parlait qui forcément auraient peut-être dû être dépréciés avant, mais c'est pas si vieux. Il y a quelque temps, la filiale qui avait dans les comptes pour 1 million d'euros, elle lâchait 200 000 euros de dividendes, donc elle les valait le million certainement. Depuis peu, elle perd de l'argent et il y a plus de 38 000 euros de fonds propres, c'est plus la même. Le CAC va s'enquérir aussi de la manière dont la direction va apprécier le degré d'incertitude attaché à l'évaluation de l'estimation comptable. Ça, c'était notre question tout à l'heure. Est-ce que effectivement c'est un montant précis? Non, ça reste une imprécision. C'est toujours une fourchette de résultats. On va en parler aussi dans quelques slides. Et va répondre aussi à l'incertitude. Le CAC va répondre à l'incertitude attachée à l'évaluation. Et enfin, le CAC doit examiner le dénouement, un peu pour s'en servir pour la suite, mais également doit aussi comprendre le dénouement pour savoir si on abonde dans sa prise de connaissance d'entité qu'on avait jusqu'à présent. Donc, dans le cadre de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le CAC va apprécier le processus d'élaboration d'informations financières, processus qui bien sûr distinct selon que l'on est dans une petite entreprise ou que l'on est dans un grand groupe coté, donc les mêmes personnes ne sont pas impliquées. Et le CAC va aussi s'intéresser à l'implication de la direction. Il faut vraiment que ce soit la direction qui endosse la responsabilité des informations, notamment dans l'annexe. Il ne faut pas que l'annexe soit faite par le directeur financier ou soit faite par l'expert comptable
sans que le dirigeant d'entreprise se soit impliqué et prenne conscience de l'importance de ce véhicule d'information qu'est l'annexe à ses comptes annuels. On va aussi vérifier l'implication de la direction dans l'analyse du dénouement des opérations antérieures. Donc, effectivement, on a une TUB qui est prévue. Est-ce que le dirigeant a prévenu ses services comptables et leur a dit « Attendez, j'ai une TUB de prévue, il y a peut-être une incidence sur l'arrêté des comptes ». Et ainsi que sur le processus d'évaluation des risques qui a été mis en place pour identifier les risques propres aux estimations comptables. Éventuellement, lorsque ça s'applique, on va avoir une appréciation du système d'information. L'indemnité de retraite est calculée en interne. Elle est calculée en interne sur des outils développés par l'entreprise. Quels sont les risques attachés à l'utilisation de tels outils. Et on va prendre aussi connaissance du processus d'établissement des estimations comptables, et notamment, on choisit quoi? Quelle méthode d'appréciation de ces estimations? Un exemple que j'ai vécu hier en réunion, on discutait avec un client du niveau de dépréciation des titres de participation. Ça fait des années qu'il applique un multiple à un agrégat d'exploitation parce que les années précédentes, il était monoactivité. Ça fait 2 ans qu'il change de business model avec 2 activités complètement distinctes. Et ben, pour cette année, je lui ai demandé de revoir sa copie et d'estimer la valeur des titres de participation en valorisant chacune des 2 activités qui n'ont pas du tout la même structure de résultat et pas du tout les mêmes multiples. Donc, savoir si notre dirigeant sait anticiper ces évolutions business. On va essayer aussi d'apprécier comment la direction a sélectionné ces hypothèses, a identifié celles qui sont importantes, celles qui sont mineures, quelles ont été les sources des données. Lorsque vous êtes en test de dépréciation, que ce soit sur des actifs incorporels ou des titres de participation, faites attention aux prévisions qui sont réalisées, je vais dire, en chambre, c'est-à-dire par contrôleur de gestion et directeur financier, et qui ne sont pas challengées par la direction qui a peut-être une stratégie d'entreprise qui est tout autre. Donc, effectivement, mon dirigeant a-t-il fait appliquer sa stratégie qui, en tout état de cause, l'a-t-il partagée avec ses services pour qu'elle soit après matérialisée dans ses estimations? Et éventuellement, effectivement, c'est le cas que je vous ai évoqué, on apprécie, le cas échéant, la nécessité de modifier les méthodes et les hypothèses. On peut avoir, ce n'est pas parce que c'est un changement de méthode, ne traduit pas forcément une erreur réalisée au titre des exercices précédents, mais simplement la prise en compte de l'évolution de l'entreprise. L'entreprise est un être vivant, il faut s'y adapter. Et donc, la dernière étape, effectivement, c'est bien évidemment l'acquisition des contrôles, des connaissances du contrôle interne de l'entreprise. Alors, toujours dans cette prise de connaissance de l'entité et de son environnement, on doit l'acquérir comme indiqué au paragraphe 15 dans l'évaluation finalement du risque d'anomalie significative. Alors, 2 sortes de risques, comme toujours, le risque inhérent et le risque lié au contrôle. Le risque inhérent, il va tenir compte du degré d'incertitude attaché à l'évaluation, il va attaché aussi à la complexité, de la subjectivité. Et par exemple, lorsque le CAC estime que les contrôles de l'entité contribuent à prévenir les anomalies, le risque inhérent élevé requiert une démarche d'audit particulière. Les seuls éléments collectés ne permettent pas de réduire ce risque inhérent. Et ensuite, il y a le risque lié au contrôle, comme on disait, l'évaluation de la conception et la mise en œuvre des contrôles par l'entité. Donc, c'est vraiment ça qui est important dans cette prise de connaissance, c'est d'estimer un petit peu, d'évaluer le risque inhérent et le risque lié au contrôle.
Alors, les procédures mises en œuvre, donc lorsque le risque est réputé faible, une procédure qui est aisée à mettre en œuvre, c'est l'obtention d'éléments à partir d'événements survenus postérieurs à la clôture de l'exercice. De quelle façon c'est dénoué une provision pour risques et charges? De quelle façon c'est dénoué la valorisation d'une filiale? Est-ce qu'on a vendu la filiale? Donc là, c'est relativement aisé. La deuxième série de diligences à mettre en œuvre, c'est l'appréciation du processus d'établissement d'estimation comptable. Donc, quelle méthodologie retenue par la direction? Donc, le choix de la méthode, l'application de la méthode, une fois qu'on l'a choisie, quelles sont ses modalités d'application, quelles hypothèses retenues, quelles données retenues, y a-t-il des biais ou pas introduits par la direction? Et on rappelle des biais volontaires ou non volontaires. Les hypothèses retenues sont-elles cohérentes entre elles? On ne peut pas, sur certaines activités, j'évalue une filiale en utilisant un taux de croissance à long terme, alors que je sais pertinemment que c'est une filiale, mettons, qui est concessionnaire d'un service public avec une date de fin de concession, donc il faut tenir compte de la durée de vie potentielle du projet. Les données sources sont-elles pertinentes? Sont-elles fiables? D'où proviennent-elles? Et puis, c'est aussi le maître mot, c'est les calculs qui ont été réalisés, sont-ils exacts? Nous sommes tous humains, nous pouvons encore faire des erreurs de calcul et des erreurs de formule. Enfin, le commissaire aux comptes apprécie le choix d'estimation comptable qui a été retenu par la direction, mais le commissaire aux comptes, il peut aussi être conduit à établir sa propre fourchette d'estimation, sa propre estimation. Dans quelle situation? C'est en fait lorsque le commissaire aux comptes estime que la direction n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour fiabiliser son estimation comptable. Donc, dans ces cas-là, le commissaire aux comptes va utiliser ses propres méthodes, ses propres hypothèses, ses propres données. Et si l'amplitude de la fourchette est élevée, alors le commissaire aux comptes devra veiller à ce qu'il y ait une information pertinente dans l'annexe. Je vous rappelle l'importance de l'information dans l'annexe. L'importance de l'information dans l'annexe, c'est bien d'ailleurs, Maud, parce que moi, j'ai une phrase qu'on m'avait donnée quand j'étais un peu plus jeune et qui m'est restée, c'est on reconnaît la qualité en fait du commissaire aux comptes par la qualité des annexes de ses clients, et je trouve que c'est tout à fait ça. Donc, à vous, effectivement, de faire évoluer l'annexe pour avoir la meilleure information possible dans l'annexe et justement être en conformité avec la NEP 540 et les estimations. Alors, l'obtention des éléments, on va d'abord passer par ça pour effectivement faire tout cela. On va obtenir les événements à partir d'événements survenus postérieurement à la clôture. Par exemple, tout ce qui est relatif au dénouement de partie de l'estimation comptable. On a une estimation, mais forcément, ça, c'est l'estimation au 31-12. Dans les mois qui suivent et pendant jusqu'à notre audit, on a parfois du dénouement qui permet d'affiner. On a aussi des événements dans la survenance infirmée, confirmer les hypothèses importantes ou les données retenues. Donc ça, c'est hyper important dans notre travail. Quand il y a des points clés qui nécessitent des estimations, on doit échanger, enfin on le sait, c'est pour ça qu'on va en clientèle, qu'on échange avec le client sur la survenance d'événements comme ça qui peuvent influer les hypothèses qu'on avait retenues ou les données. Et enfin, on va apprécier les informations fournies en annexe au titre de l'estimation comptable. Donc, c'est ce qu'on disait. On sait que souvent, la société attend le CAC, l'expert comptable attend le CAC pour affiner, encore une fois, l'information qui est fournie en annexe et que le CAC soit particulièrement vigilant sur les mots. Les mots se pèsent. Il faut faire très attention à ce qu'on écrit ou ce qu'on fait écrire plus exactement dans l'annexe. C'est important pour l'estimation comptable. Les procédures suivantes, ça va être l'appréciation du choix de l'estimation qui a été retenue par la direction.
Donc, la première chose, on va déterminer si la direction, en fait, a vraiment mesuré le degré d'incertitude. Donc, est-ce qu'elle a mis en œuvre les moyens appropriés, d'une part, pour appréhender le degré d'incertitude? Est-ce qu'elle est vraiment consciente de ce degré d'incertitude? Et comment elle a pris en compte ce degré d'incertitude dans son choix d'estimation et, dirais-je, même la fourchette d'estimation. Donc, si le commissaire aux comptes estime que la direction n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés, ben, de toute façon, on le fait souvent, et on le fait même souvent sur d'autres sujets dans les comptes, on demande à la direction en fait, d'approfondir ses propres travaux. Si les procédures complémentaires ne sont pas suffisantes, alors, et si c'est faisable, le commissaire aux comptes va engager sa propre estimation. Si ce n'est pas faisable, clairement, il y aura un impact sur son approche d'audit ou son opinion et il devra évaluer les faiblesses de contrôle interne. Et si la direction a mis en œuvre les moyens appropriés, et ben, là, simplement, le commissaire aux comptes va concevoir et mettre en œuvre les procédures d'audit afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés au regard de cette évaluation, c'est-à-dire il va documenter son dossier en conséquence. Alors, ensuite, on doit évidemment, toujours dans cette appréciation du processus d'établissement, voilà. D'abord, quand le CAC établit une estimation, il utilise ses propres méthodes, ses propres hypothèses ou données. Alors, ça peut être tout ou partie de celles retenues par la direction. Ensuite, le CAC, quand il établit son estimation ou cette fourchette d'estimation, va veiller à ce que le choix et l'application de ces méthodes respectent les principes qui sont définis dans le paragraphe 19 de l'ANEP. Il va apprécier enfin les informations données en annexe, comme on disait, c'est essentiel. On va établir aussi les bornes d'une estimation. On va vous donner un exemple dans quelques instants. On va s'assurer que les bornes utilisées sont étayées par... ok. On a la régie qui nous passe un petit message. On va s'assurer que les bornes utilisées sont étayées par des éléments suffisants ou appropriés au regard des règles et principes prescrits par le référentiel comptable. Et puis, si l'amplitude est importante, le CAC veille à ce que les informations fournies dans l'annexe sur l'incertitude attachée à l'évaluation soient appropriées. Alors, est-ce qu'on nous demande si il y a une incertitude, doit-on mettre des remarques dans le rapport? Donc, c'était ça qu'on nous demandait de regarder. Alors, il y a un paragraphe qui est la justification de nos appréciations. Je pense que c'est typiquement là où on dit qu'on s'est positionné sur l'appréciation, que effectivement, alors, pour qu'on puisse certifier sans réserve de toutes les façons, on doit être d'accord avec ce qui est avec l'estimation comptable finalement mise en œuvre dans les comptes et l'estimation comptable plus les informations qui sont données en annexe. Mais dans le paragraphe d'appréciation des informations, c'est là qu'on peut effectivement dire quelles ont été nos diligences là-dessus. Alors, on va avoir un petit sondage de nouveau. Je me demande si ce n'est pas le dernier. Je laisse commencer. La prise de connaissance du contrôle interne fait partie intégrante des modalités d'application de la NEP 540. Il y a du Larsen. Donc, effectivement, vous avez bien compris, on ne fait pas, bien évidemment, que des contrôles substantifs, on s'appuie sur le contrôle interne. Et effectivement, vous avez majoritairement répondu en ce sens. Alors, deuxième question. Le CAC retient systématiquement la fourchette d'estimation comptable établie par la direction. On va traiter le sujet dans quelques instants, mais voilà, les réponses qui sont données sont les bonnes.
Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre, on ira vite sur le slide en question. Bon, voilà, je pense qu'on est déjà à 200 réponses. Dans la grande majorité, vous avez répondu non à 95%. Évidemment, et on va le voir dans quelques instants, le CAC peut être conduit à établir lui-même sa fourchette d'estimation comptable. Forcément, ce n'est pas parce que le client le dit qu'on est d'accord avec lui, ça peut la base. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de cette NEP 540, le H3C en fait, a publié en décembre 2021 un avis technique qui reprend les principes de la NEP 540 et puis qui après se focalise sur les éléments clés pour déterminer la démarche à appliquer lorsque l'amplitude des fourchettes d'estimation est importante. Mais en tout état de cause, dans cet avis technique, on a reproduction d'un schéma. L'avis rappelle que le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité de son environnement. On vous l'a dit et répété, maintenant je pense que vous l'avez complètement intégré. Le CAC identifie et évalue donc, le risque d'anomalie significative et en fonction de son analyse de l'entité et de l'environnement et de son évaluation du risque d'anomalie significative, il va choisir une ou plusieurs des procédures à mettre en œuvre en réponse à son RAS. Donc, ces procédures, elles peuvent être de trois sortes. D'une part, l'obtention d'éléments à partir d'événements survenus postérieurement à la clôture de l'exercice. Donc là, c'est un point bien précis. Un point qui a été développé, c'est l'appréciation du processus d'établissement d'estimation comptable mis en œuvre par la direction. Donc, cette source-là. Et le troisième point, c'est lorsque le CAC est conduit à établir sa propre estimation, sa propre fourchette d'estimation. Donc, premier développement, Vincent, je t'invite, on vous le commente, mais vous aurez le schéma global dans l'avis du H3C. Alors, en fait, on dit bien que, tout d'abord, on obtient les éléments à partir des éléments survenus postérieurement à la clôture. Okay. Là, ensuite, en haut à droite, on dit on apprécie le processus d'établissement de l'estimation comptable mise en œuvre par la direction. Deux choix se présentent. Soit on va estimer que la direction a mis en œuvre les moyens appropriés, et là, on va tout en bas à gauche, le CAC conclut que l'estimation comptable est raisonnable au regard du référentiel comptable. Bon, voilà, tout va bien. À droite, en orange, le CAC va estimer que la direction n'a pas mis en œuvre des moyens appropriés et lui demande de mettre en œuvre des procédures complémentaires. Donc, le client met en œuvre les procédures complémentaires. Sur la gauche, la petite case bleue, le CAC estime que les procédures complémentaires mises en œuvre par la direction sont satisfaisantes. On va complètement à gauche, voilà, et on conclut toujours que l'estimation comptable est raisonnable au regard du référentiel comptable applicable. Ou alors, au contraire, on considère que la direction n'a pas mis en œuvre des procédures complémentaires, ou alors on estime que les procédures ne sont pas satisfaisantes. Dans ce cas-là, deux possibilités. Soit, en pratique, ce n'est pas faisable pour le CAC d'établir une estimation, une fourchette d'estimation, parce que c'est des données, il nous manque des données, des choses comme ça pour établir cette estimation, cette fourchette. Le CAC va en tirer éventuellement les conséquences, pas éventuellement, il va en tirer les conséquences éventuelles, cette fois-ci, sur l'expression de son opinion sur les comptes, une réserve, pourquoi pas, ou un refus de certifié. Ou alors, en pratique, il est faisable pour le CAC d'établir une estimation, une fourchette d'estimation. Dans ce cas-là, c'est à lui d'en tirer aussi les conséquences et de se dire l'estimation mise en œuvre par la direction me satisfait ou non. Donc, point d'attention, on indique que le CAC va exercer son esprit critique pour apprécier le choix de l'estimation retenue, au regard notamment des choix opérés pour les autres estimations, le dénouement des estimations antérieures, etc. On renvoie au paragraphe 26 de la NEP. Donc, notre commissaire aux comptes peut aussi être conduit à établir sa propre estimation ou sa propre fourchette d'estimation. Donc, si c'est une estimation, s'il établit son estimation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer son estimation à celle faite par la direction.
il va dégager l'écart et il va s'interroger sur l'existence d'un écart supérieur ou inférieur à son seuil de signification. Et bien évidemment, si son écart est supérieur au seuil de signification, notre commissaire aux comptes va apprécier s'il s'agit alors d'une anomalie significative au regard de la NEP 450 et en tirer toutes les conséquences sur l'expression de son opinion. Si le commissaire aux comptes a établi une fourchette d'estimation, là encore, on va comparer la fourchette d'estimation du commissaire aux comptes à celle de la direction. Si la fourchette d'estimation du commissaire aux comptes rejoint celle de la direction, pas de problème, le commissaire aux comptes va conclure que l'estimation comptable est raisonnable au regard donc, du référentiel comptable applicable, tout en conservant quand même un esprit critique sur le choix de l'estimation retenue par la direction. Mais en tout état de cause, il va conclure sur le caractère raisonnable. Et si sa fourchette d'estimation, par contre, présente un écart par rapport à la fourchette d'estimation de la direction, que ce soit la fourchette haute ou la fourchette basse, et bien là encore, on mesure l'écart, on regarde si l'écart est supérieur au seuil de signification et on en tire les conséquences sur la certification des comptes. Donc, quelques petits exemples très chiffrés. Les frises sont toujours très intéressantes, Vincent. Merci. Alors, bon, voilà, on a deux illustrations qui vont se suivre. La première, c'est celle-ci. On a une fourchette qui est établie par la direction à gauche, donc la borne basse donne 1100, la borne haute 1600, l'estimation retenue est 1250. On a une fourchette établie par le CAC, cette fois-ci, qui évalue plus le sujet entre 1500 et 1900. On rappelle, estimation retenue par la direction, 1250. On est dans une entité où on avait déterminé le seuil de signification de 100. Donc forcément, l'écart identifié entre l'estimation retenue par la direction 1250 et la borne basse de l'estimation du CAC est 250. Donc, on est effectivement dans une situation où on est, alors il y a marqué 250 inférieur au seuil de signification, il y a une petite coquille, hein, c'est plutôt le texte de droite qu'il faut lire. C'est dans cette situation, le commissaire aux comptes va relever une anomalie de 250 supérieure, excusez-nous, au seuil de signification et il va intégrer cette anomalie dans l'état des anomalies non corrigées et appréciera donc si cela ne constitue pas une anomalie significative au regard de la NEP 450 qui est l'évaluation des anomalies relevées. Et forcément, ça peut avoir une incidence sur l'opinion. Alors, deuxième situation, nous sommes dans le cas d'une entreprise où la direction en fait a estimé a donné une estimation et non pas une fourchette d'estimation. Donc une estimation à montant dur auquel elle a 3050. Le commissaire aux comptes, lui, a souhaité procéder à une fourchette d'estimation. Sa fourchette est dans une borne basse de 2000 et la borne haute est à 3000. On voit que la direction, elle, est à 3050. Donc, on a un écart de 50 par rapport à la borne haute, alors que le seuil de signification de notre commissaire aux comptes, il est de 100. Donc, l'écart identifié, là, est inférieur au seuil de signification. Donc, dans une telle situation, le commissaire aux comptes relèvera l'anomalie qu'il intégrera dans son état des anomalies non corrigées dans sa lettre d'affirmation dès l'instant où effectivement la direction ne souhaite pas modifier les comptes et prendre en compte l'estimation conduite par le commissaire aux comptes. Voilà, donc après ces deux cas, on passe au paragraphe 25 qui indique qu'il faut exercer son esprit critique tout au long de la mission. Alors, tout d'abord, pour apprécier le caractère suffisant et approprié des éléments collectés, ça c'est le paragraphe 26, on tient à la fois compte des éléments qui confirment et ceux qui contredisent le respect des assertions, objet des vérifications. On évalue aussi si les jugements et les décisions de la direction présentent des indices de biais pouvant constituer des facteurs de risque de fraude. C'est pour, encore une fois, exercer son esprit critique. Alors, à l'issue des procédures d'audit mises en œuvre et en fonction des éléments collectés,
On devra ainsi apprécier l'évaluation du RAS, du risque d'anomalie significative, et mettre en œuvre les procédures complémentaires le cas échéant. On devra aussi apprécier l'estimation comptable et les informations fournies en annexe au regard du référentiel comptable. Toujours, on est dans les comptes, ça intègre aussi l'annexe, ne pas oublier que parfois, grâce à l'annexe, on peut s'en sortir plus aisément. Donc vraiment, l'annexe, c'est notre outil, on le sait, on le connaît. Et donc, tout ça, ça sert d'exercer son esprit critique pour en tirer les conséquences sur l'opinion notamment. Ne pas oublier non plus, et l'ANEP le cite dans le paragraphe 540, la mise en œuvre des déclarations de la direction. On demande à la direction de s'engager sur 2 points. Effectivement, ils vont s'engager sur le fait que les méthodes et les données utilisées sont appropriées, et la direction va aussi s'engager sur le fait que les hypothèses importantes sont raisonnables et reflètent correctement ses intentions. Alors, de la même façon qu'il y a la lettre d'affirmation, il y a aussi la communication prévue au L823-16 selon le degré d'incertitude, de complexité et de subjectivité des estimations comptables, ainsi que des autres facteurs de risque inhérents. Le CAC va communiquer son évaluation du risque d'anomalie. C'est vraiment la communication avec le client pour essayer d'apporter un plus aussi à la mission. Les clients, parfois ça va à leur rencontre de leur point de vue, mais c'est quand même ce qui est souvent apprécié par le client quand on peut donner un autre point de vue que ce qu'ils ont, qu'ils se disent ouais, c'est vrai que c'est pas idiot, c'est vrai que ça peut nous servir aussi en cas de contrôle. Vous avez une autre vision que nous. Si on retient la vôtre, c'est vrai que c'est une vision externe d'un professionnel du chiffre, donc c'est agréable. Donc voilà, le L823-16, c'est quand même souvent bien perçu, il faut savoir le faire passer, mais enfin, c'est quelque chose qui est apprécié par les clients. Donc on peut donner donc, son évaluation du risque, les faiblesses aussi significatives du contrôle interne. Alors évidemment, ça peut aussi donner lieu à un impact sur notre opinion. Et puis, son appréciation aussi du caractère raisonnable au regard du référentiel comptable des estimations retenues. On peut être tout à fait en accord avec la direction. Dans ce cas-là, si on l'indique aussi dans la communication, dans la note qu'on ferait au client, ce sera également bien vu. Ça montre qu'il y a des échanges et qu'on est aussi, on peut être tout à fait d'accord avec le client, évidemment. Donc, on ne saurait trop rappeler, les estimations comptables font aussi appel au jugement du professionnel. Faisant appel au jugement du professionnel, il faut veiller à ce que la documentation véritablement du dossier soit étayée. Donc, documentation qui porte bien évidemment sur les éléments clés de la prise de connaissance de l'entité. Documentation qui porte aussi sur la nécessité de recourir à des experts ou non. Et effectivement, quand on requiert des experts, on lit les éléments fournis par l'expert, on ne se contente pas de les placer dans le dossier. On documente l'évaluation du risque d'anomalie significative et aussi on documente le choix des procédures mises en œuvre. Il faut vraiment que l'on ait une traçabilité au dossier du commissaire en compte. C'est effectivement du connu, toujours bien documenter son dossier. Alors, on nous indique aussi, dans le paragraphe 30, les indices d'un bien introduit par la direction, les incidences de ce bien sur l'approche d'audit, documenter aussi les jugements importants à partir desquels il y a déterminé si les estimations comptables et les informations différentes fournies dans l'annexe étaient raisonnables au regard du référentiel comptable applicable ou si elles comportaient des anomalies, et les éléments communiqués aux organes mentionnés à l'article 823-16, comme on a indiqué juste avant. Alors, ça peut être tout simplement des mails. On peut avoir un échange de mails, c'est quand même l'outil, moi c'est mon outil quotidien, mon mail, et avoir échangé avec le client sur un jugement important, hop, alors je ne cadre même plus, on fait un PDF de son mail et on le range à notre dossier
au bon endroit en indiquant dans notre synthèse, voilà, sur ce point-là, on s'est fié à nos échanges avec la direction du 16 avril, CF, PDF dans notre dossier de synthèse, c'est bon, voilà, c'est comme ça qu'on doit documenter et un mail suffit évidemment. Alors, on a notamment quelque chose que vous allez pouvoir reprendre aussi, si besoin, dans les annexes de vos clients. On a fait un exemple de rédaction qui permet au CAC d'appuyer sa justification des appréciations. Maud a trouvé ça sur un de ses dossiers, je crois, où tu l'avais plus ou moins dicté. Ah non, c'est pas moi qui l'ai dicté. C'était pas toi qui l'avais fait. C'est pas moi qui l'ai dicté, mais je suis conforme quand après je dois apprécier, justifier mes appréciations. Donc on les lit tous ensemble. C'est les hypothèses, estimations ou dépréciations sont établies sur la base des informations disponibles ou des situations existantes à la date d'arrêté des comptes en fonction de l'expérience passée et divers autres facteurs. Il est possible que les montants effectifs se révèlent ultérieurement différents des estimations et des hypothèses retenues. Dans le cadre du processus d'établissement des comptes, la détermination de certaines données figurant dans les états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses, d'estimations, d'appréciation, en particulier pour la réalisation des tests de valeur, notamment en ce qui concerne les titres de participation et les créances rattachées à des participations. Donc là, on a un exemple sur les titres de participation. On pourrait l'avoir sur les fonds de commerce. On pourrait l'avoir sur des choses comme ça, mais en fait, avec un paragraphe comme ça, on est bien bordé. Alors, on est bien bordé, et là, je suis dans la situation idéale où j'avais affaire à une direction qui savait faire ces tests de valeur, qui savait véritablement évaluer ses filiales et participations. Où vraiment, moi, je n'ai eu qu'à apprécier le processus d'établissement de ces estimations. Je n'ai pas eu, entre guillemets, à m'appliquer dedans. On peut être conduit à avoir d'autres situations lorsqu'en face de nous, on a une direction qui ne manipule pas aisément les principes de valorisation, et notamment, je pense surtout à tout ce qui est fonds de commerce et évaluation des types de participation, où le commissaire aux comptes est prié de ne pas faire la valeur à la place de l'entreprise. Non, mais on peut suggérer un exemple d'annexe et ensuite ils en font ce qu'ils veulent. Alors déjà, on peut aussi suggérer un exemple de méthodologie pour conduire un test de dépréciation du fonds de commerce ou un test de dépréciation de titres. On peut leur indiquer la méthodologie à suivre, on leur donne la documentation, ils s'interrogent eux-mêmes sur la documentation. On peut effectivement, je ne vais pas dire leur tenir la main parce qu'on ne doit pas être là pour leur tenir la main. Et la difficulté, combien de fois, alors on le rencontre dans l'appréciation des tests de dépréciation, on le rencontre aussi, moi je le rencontre très très fréquemment en commissariat aux apports, où on me dit c'est vous, commissaire aux apports, qui allez évaluer. Je dis non, vous allez chercher un évaluateur et moi je regarde si c'est correctement fait. Donc c'est toujours pareil, on peut leur indiquer un client qui ne sait pas apprécier, une valeur de titre, un client qui ne sait pas apprécier ses IFC, on peut lui recommander un tiers. Ouais. Par contre, ce n'est pas au commissaire aux comptes de le faire. Non, c'est vraiment l'expert comptable, c'est le premier à devoir faire l'annexe, mais effectivement, parfois il y a des choses qui nécessitent des experts, comme tu dis, donc il ne faut pas hésiter à renvoyer vers des experts, on n'est pas là pour le faire, évidemment. Alors, même si on ne fait pas l'évaluation à la place du client, il nous est arrivé quand même d'avoir à facturer des suppléments d'honoraires. Pourquoi ? Parce qu'on avait des estimations qui étaient tellement mal faites qu'il a fait vraiment, quand on a voulu corroborer, on a été obligé d'engager vraiment des diligences trop importantes. Et à un moment donné, effectivement, ça se reflète dans les honoraires. Alors, deux petits sujets que vous aurez évidemment. La NEP 540 qui est à télécharger, qui est évidemment notre base de travail quotidienne. La FAQ, la foire aux questions du H3C, qui est également à télécharger sur le support. Normalement, ce sera un PDF, mais vous pourrez avoir le lien hypertexte en cliquant dessus lorsque vous aurez répondu au quiz et que vous récupérerez le support.
Alors, on a quelques minutes pour 2-3 minutes, me dit-on, parce que je crois que ça coupe assez automatiquement maintenant, pour les questions. Alors, on en a quelques-unes là. L'exemple de justification indique plutôt que l'on n'a pas pris position. Okay. Alors, j'ai une première question. Effectivement, dans les deux exemples qu'on vous a fournis, vous devriez préciser si l'on est en phase de l'évaluation d'un passif ou d'un actif. Non, ce n'est pas la peine. En fait, c'est peu importe quelle est la fourchette. Ce qu'il faut mesurer, c'est l'écart. Que l'on ait un peu trop d'actifs ou un peu trop de passifs, ça revient toujours au même sur l'incidence sur notre certification. Il faudrait ajouter que l'on estime que l'appréciation est... Il faudrait donc appuyer ou ajouter que l'on estime que l'appréciation est correcte dans la justification. Oui, à partir du moment donné où, généralement, quand il y a des estimations comptables, ce sont sur des points structurants des comptes, il est évident que tous ces travaux se retrouvent au moment de notre justification d'appréciation. Ce serait une erreur d'avoir un rapport sans aucune justification particulière, surtout si on a conduit des travaux spécifiques. Alors, on nous demande sur quel paragraphe de la NEP 540 révisée vous appuyez-vous pour définir les estimations comptables comme une assertion d'audit. Donc, vous voyez, on sort notre NEP tous les deux. Joker. Ouais, Joker, on va essayer de répondre, mais en tout cas, voilà. Alors, on a une autre question, peut-être on va pouvoir mieux. Aurions-nous un modèle de paragraphe sur la justification des appréciations et sur le paragraphe de la lettre d'affirmation? Ça, c'est, on a la note 1 sur la note d'information numéro 1 sur les paragraphes. Il y a, sur les rapports, pardon, il y a pas mal d'éléments sur la justification des appréciations. Ça, justement, c'est un peu libre. Voilà. Sur le paragraphe de la lettre d'affirmation, là aussi, il est standard pour moi. Voilà. On nous demande, on nous dit que le support sera disponible sur le site web. On nous dit le CAC retient une fourchette d'estimation comptable établie par la direction. Avez-vous répondu oui ou non? Il me semble que vous avez répondu oui. Or, pour moi, selon moi, c'est non, je me trompe. Non, on a répondu non. On n'est pas obligé de retenir la fourchette d'estimation établie par la direction. On peut être en désaccord, tout comme on peut être en accord. Mais donc, il faut répondre non, c'est pas systématique. Voilà. Et on me précise qu'on pourrait envoyer les questions au service formation. Alors, de manière à ce qu'on vous réponde. Les prochains événements de la CRCC, et on va laisser juste après aussi Vincent Régnier, notre président, pour clôturer. Vincent, est-ce que c'est toi que tu veux présenter les prochains événements? Je ne sais pas si tu nous entends, Vincent. Alors... Il n'a pas l'air de... Si. Non, c'est bon. Vincent ne t'entend pas? Si. Non. Non, tu n'as pas les points verts. Alors, on va vous présenter en attendant que Vincent arrive à présenter. Tout simplement, du 9 au 17, vous avez déjà 2 des animateurs du rendez-vous de l'audit aux Antilles. C'est la 2e édition. On fait ça en Guadeloupe, la semaine qui suit les vacances scolaires. Là. Voilà, donc excusez-nous, on ne excusez-nous, sait pas ce qui s'est passé. Le 20 novembre, transfert, salon de la transmission, partenariat avec la CRCC Paris.
Donc, vous aurez des conférences, y compris avec les autres partenaires, et aussi 3 ateliers de formation homologués CAC 120 sur des sujets commissariat aux comptes orientés transmission. On présentait juste avant le rendez-vous de l'audit aux Antilles, je ne sais pas ce qui a été entendu, on précise que c'est à partir du 9 novembre, juste après les vacances scolaires, que c'est 20 heures de formation sur 5 thèmes différents, et le tout en Guadeloupe, donc c'est pour ne rien gâcher. Et enfin, à partir le 23 novembre, on va vous présenter un nouvel outil que la CRCC développe en partenariat avec Quantique, sur le big data et l'intelligence artificielle au service de la détection des fraudes. Un outil assez simple qui a été présenté déjà aux universités d'été pour la première fois. Et c'est comment sécuriser les missions du CAC tout en s'assurant du respect des NEP sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Ce sera un webinaire de 9h à 10h où on va pouvoir s'inscrire très très bientôt. Alors oui, le 18 novembre aussi, course des Lumières. Moi, j'ai inscrit certains membres de mon cabinet et on va donc courir. Je suis en train de m'entraîner pour faire les 10 km à pied. C'est effectivement, on soutient l'Institut Curie dans sa recherche contre le cancer. Ça a créé évidemment une bonne dynamique au sein du cabinet. Il y a aussi de la marche à pied, c'est 4 km possibles sans limite de temps, donc c'est accessible à peu près à tout le monde. 10 km en course à pied sans temps minimum, 4 km en marche sinon, participation 30 €, un accès au stand avec une collation, un accès au village avec un DJ, des stands photos, un kit participant, vous aurez un t-shirt, un dossard, un objet lumineux, puisque course des Lumières. La participation est 30 €, donc 10 € de dons reversés à l'Institut Curie, avec, j'imagine, un CERFA. Voilà, et donc toutes ces informations, on pourra les retrouver sur les différents supports, Twitter, LinkedIn, ça doit être YouTube, Audit et compagnie, mais également, alors Audit et compagnie, c'est une petite application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones, et bien sûr sur le site de la CRCC. Alors Vincent nous a rejoint. Vincent, on te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, je voudrais d'abord savoir si j'ai du son, parce que c'est compliqué. Oui, cette fois-ci, on t'entend. Bon, alors je suis très content de pouvoir reprendre. Merci d'abord à tous les deux pour cette animation que moi j'ai suivie aussi avec beaucoup d'intérêt. Je dirais que la NEP 540, elle a un avantage, c'est que celle-là, elle donne lieu quand même énormément au libre arbitre. Tout à l'heure, c'est vrai que dans les questions qu'on pouvait poser, mais vous l'avez rappelé tous les deux, on rappelle quand même que le commissaire aux comptes est un évaluateur de second rang, donc en règle générale, c'est pas à lui de faire tout d'abord les évaluations. Mais il est vrai que dans certains cas, que ce soit, vous avez parlé des titres, vous avez parlé bien évidemment des dépréciations des fonds de commerce et des incorporels, mais on pourrait aller aussi sur l'estimation des litiges, on pourrait aller aussi sur les cycles longs et les contrats à long terme et l'évaluation des résultats à terminaison, surtout quand ces résultats sont négatifs, où le commissaire aux comptes est bien évidemment parfois confronté à des évaluations différentes de celles de ses clients, et où il faut trouver la frontière entre vérification et pédagogie vis-à-vis du client. Mais voilà, ça fera l'objet d'un autre séminaire et d'autres exemples que l'on pourra donner. Merci à tous pour ceux qui étaient présents. Vous avez rappelé les grands rendez-vous. Je l'ai dit tout à l'heure, 20 novembre, salon transfert, et puis le tribunal de commerce le 13 décembre avec une conférence. N'oubliez pas de regarder régulièrement notre newsletter sur le site de la CRCC. Merci à toi, Maude. Merci à toi, Vincent, d'avoir préparé ce séminaire. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.